Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo point lecture où je vais vous présenter 6 livres. Et on va commencer cette vidéo en fait par un livre que je ne vais pas vous présenter puisqu'il s'agit de Felicity Hadcock de Sophie Jomain, publié chez France Loisirs. Donc cette édition, vous avez les 2 premiers tomes dedans, Les anges mordent aussi et Les anges ont la dent dure. Je ne vous le présente pas parce que tout simplement j'ai déjà fait une vidéo sur ce livre. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc je vous invite fortement à aller la regarder puisque c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est plein d'humour, c'est déjanté, c'est décalé, il y a de tout, il y a des vampires, des anges, enfin de quoi rendre tout le monde heureux, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc je vous invite simplement à aller voir la vidéo que j'ai déjà fait pour avoir plus d'informations sur ce livre. On continue avec un livre toujours dans l'esprit lecture fraîche, lecture un petit peu décalé, qui fait du bien, qui est sans prise de tête, avec Super Glue pour cœur brisé de Julie Gray, donc publié de la maison d'édition La Boîte de Pandore. Histoire presque vraie de chagrin d'amour à consommer quand on vient de se faire plaquer. Donc le principe de ce petit livre en fait c'est sous forme de dialogue en fait. Donc il y a un toi qui est nous le nous lecteur en fait, et il y a Super Glue qui est une super héroïne qui est là en fait pour nous remettre d'aplomb, pour nous remettre sur pied, pour nous remonter le moral, pour nous réconforter, enfin pour nous aider à faire passer un chagrin d'amour tout simplement. Et le principe c'est que par chapitre vous avez un conseil ou une morale à tirer d'une grande histoire d'amour, d'une histoire d'amour connue ou un peu moins connue, ça dépend de votre culture à ce niveau là, mais globalement il y en a quand même beaucoup qui reviennent et qu'on connaît tous, comme Roméo et Juliette par exemple, tout le monde connaît. À un moment donné on nous parle de Friends, on nous parle de Love Actually je crois aussi, enfin vous voyez, je crois qu'on parle de Love Actually, j'espère que je raconte pas de bêtises, mais si je le dis, je pense que c'est que ça me doit me dire quelque chose. Bref, je pense que vous avez compris. Et à travers les histoires que Super Glue raconte, et ben on tire une leçon justement pour continuer à avancer. Donc ça se lit très rapidement en une soirée, peut-être 1 heure, voire un petit peu plus d'1 heure, je ne sais plus trop. C'est super sympa. C'est sans prise de tête, c'est vraiment une lecture pour faire passer le temps. Je ne sais pas, n'étant pas, disons, dans la condition qui réclamerait cette lecture finalement, puisque je n'ai pas eu le cœur brisé récemment, je ne sais pas si ça fonctionne. Mais en tout cas, je pense que si effectivement j'avais été dans cette situation, c'est une petite lecture qui m'aurait fait du bien, qui m'aurait fait sourire, enfin, vous voyez, c'est clair qu'on va pas se remettre d'un chagrin d'amour comme ça, mais disons que ça aide à positiver et à relativiser, donc pour ça je mets un gros plus. Je mets un petit moins en revanche pour l'humour en fait, parce que, alors oui des fois ça nous fait sourire, des fois c'est bien, mais parfois c'est un peu trop. À force de vouloir déclencher, de vouloir faire rire, à quelques moments ça nous paraît surfait et puis ça tombe à côté du coup et c'est même lourd. Donc il y a quelques moments où les dialogues sont un petit peu tirés par les cheveux, mais sinon je trouve que l'idée est plutôt sympa et comme dit, si on a un petit chagrin, c'est pas mal pour redonner un peu le sourire. On continue avec l'élixir d'amour de j'allais dire d'Albin Michel, n'importe quoi la fille, d'Éric Emmanuel Schmitt, mais publié chez Albin Michel, je vais y arriver, c'est vraiment compliqué en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce petit livre finalement, parce qu'il est pas très gros. C'est l'histoire de, alors je me souviens plus de leur prénom, de Adam et Louise, qui sont séparés désormais par des milliers de kilomètres, puisqu'il y en a un qui vit à Paris et l'autre qui vit, attention je vais éternuer. Je disais donc qu'il y en a un qui vit à Paris et l'autre qui vit au Canada. Ce sont d'anciens amants, ils étaient ensemble tout simplement, ils se sont séparés et ils vont entreprendre une correspondance dans laquelle on va pouvoir découvrir du coup leur passé commun, mais également une véritable réflexion autour de l'amour, une réflexion qui est très bien menée et qui est très intéressante parce qu'on aborde vraiment l'amour sous des angles très différents. On n'est pas forcément toujours d'accord avec ce qui est dit, mais ça tourne surtout sur le côté, comment dire, éphémère de l'amour en fait. C'est beaucoup centré là-dessus, beaucoup sur l'aspect pourquoi on se lasse, pourquoi soi-disant les hommes ont besoin, disons, de plus de partenaires, de changer plus souvent. Enfin on a une vision assez macho, enfin assez machiste pardon, de l'amour pour quand ça concerne Adam. Finalement j'étais vraiment, Adam il a des réflexions qui nous donne envie de lui distribuer des claques, il est pas romantique du tout on va dire. Et puis on a Louise qui a une vision
qui se rapproche un peu plus de celle de toutes les femmes, j'ai envie de dire. Une vision un peu plus fleur bleue, un peu plus romantique. Enfin voilà, on a deux points de vue qui sont assez opposés. Et derrière cette discussion, en fait, dont on ne s'en rend pas compte tout de suite, en fait on s'en rend compte à la fin, et c'est ça qui est brillant je trouve avec ce livre, c'est qu'en fait il y a toute une manipulation qui se crée et on n'en voit pas tout de suite les fils. Ça commence tout doucement, quand on se rapproche de la fin, ça commence un petit peu à tilter dans notre tête et on est en train de se dire mais est-ce qu'ils font juste que parler d'amour? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce qu'ils ne cherchent pas à provoquer l'amour chez l'autre, à provoquer la jalousie chez l'autre? Enfin, on commence à analyser en fait les paroles de chacun et la chute est juste énorme. Enfin moi je m'y attendais pas du tout finalement, je pensais pas que ça allait être ce genre de fin. J'ai été extrêmement surprise et agréablement surprise, puisque je trouve que la fin c'est ce qui donne vraiment tout son charme finalement à l'ensemble du livre. Donc L'Élixir d'amour, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je recommande, et c'est déjà le deuxième que j'aime d'Eric Emmanuel Schmitt, donc je pense qu'il faudrait que j'en lise plus souvent. Ça m'a l'air d'être un auteur qui me plaît pas mal, enfin dont la plume me parle. On continue avec Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson, publié chez Gallimard dans leur collection Scripto. Alors Le Soleil est pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de jumeaux en fait. Donc Noah et Jude, si je ne dis pas de bêtises, Jude c'est ça, Noah et Jude, qui étaient extrêmement proches quand ils étaient enfants, mais un événement va venir briser un peu cette relation. Ils vont perdre leur mère, et suite à ce décès, ils vont chacun avoir des réactions différentes, j'ai envie de dire qu'ils vont tous les deux un peu disjoncter, et ils vont s'éloigner. Alors ce qui est très très intéressant dans ce roman, je trouve, c'est déjà la façon dont c'est construit. Alors on a deux points de vue, jusque là on peut se dire que c'est assez banal, mais on a deux points de vue à deux âges différents. C'est-à-dire qu'on a le point de vue de Jude à l'âge de 16 ans, donc après le décès de leur mère, et on a le point de vue de Noah à l'âge de... Ah, je ne sais plus si c'est 12 ou 14 ans, mais... Alors c'était ni l'un ni l'autre, c'était pas du tout 12 ans ou 14 ans, c'était 13 ans et demi. Donc bref, on a le point de vue de Jude à 16 ans, donc après le décès de leur mère, et de leur grand-mère d'ailleurs aussi, et le point de vue de Noah avant le décès de leur mère. Donc je trouve que c'était très intéressant comme façon de construire le roman, c'est assez inattendu, assez original. Il y a un petit point négatif, c'est que quelquefois on est un petit peu perdu au niveau de la chronologie, enfin, ou même juste de l'histoire, on ne sait pas exactement où on en est. Mais bon, c'est vraiment très très rare, ça arrive de temps en temps et ça passe en quelques pages à peine. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont est traité le thème des relations en fait au sein d'une famille, à quel point on se rend compte à quel point c'est complexe, à quel point les rapports entre frères et sœurs peuvent être compliqués, toutes ces histoires de jalousie, t'es le préféré de papa, t'es le préféré de maman, enfin... Vous voyez tout ce qu'on a finalement dans la réalité au sein d'une fratrie, et qui est très très bien dépeint. Je trouve ça super bien foutu. Je me suis plusieurs fois, quand il était question de la famille, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que ça me disait quelque chose par rapport à ma relation avec mon petit frère. Je veux dire, on va pas se mentir, quand on a un frère ou une sœur, à un moment donné, on a tous été jaloux, ou on a tous fait des petites crises. Après ça passe avec les années, mais on a tous eu un moment où on a cru que l'autre était le préféré. Et ça c'est très bien retranscrit là-dedans. Ce qui est super bien aussi, c'est l'amour. On a différents types finalement d'histoires d'amour. On a celle de Noah, qui est un petit garçon qui sait déjà, enfin un petit garçon, il a 13 ans et demi, mais qui sait déjà que il n'est pas attiré par les filles et qu'il est plutôt attiré par les garçons. Et on a ce début difficile quand on ne peut pas nécessairement assumer sa sexualité, ou en tout cas quand l'autre ne veut pas l'assumer. Mais c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé son histoire. Noah est globalement un personnage qui m'a beaucoup touchée parce qu'il est assez unique en son genre, assez décalé, il a une façon de penser qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les personnages de livres jeunesse, etc. Mais très complet en même temps, il paraît très mature pour 13 ans et demi, mais très mature, et sans qu'on puisse se dire que c'est pas possible d'être mature comme ça à cet âge là, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai beaucoup aimé Noah, je l'ai trouvé vraiment dingue, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'à quelques moments je me suis dit bah il est un petit peu fou celui-là. Mais ce que j'ai aussi adoré, c'est le retournement de situation à la fin, le truc on s'y attendait pas du tout. Finalement toute l'histoire ne tourne pas essentiellement sur cette
séparation qu'il y a en eux, mais pourquoi ils sont séparés et ce qui les a séparés. Ce qui sépare finalement toujours les gens, ce sont les non-dits. Et on s'en rend compte vraiment vers la fin, mais c'est très très bien traité. Je m'attendais pas à la fin, pareil, je suis assez surprise. En ce moment je suis sur des trucs où je m'y attends pas. Mais ça m'a plu, c'est un roman jeunesse plutôt sympa, qui se lit assez facilement et dont l'écriture est très très belle. C'est très très bien écrit je trouve, c'est pas du tout bâclé, c'est du bon travail et bon voilà, j'ai passé un bon moment avec Le Soleil est pour toi. On continue avec Endgame, le tome 1, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton, toujours chez Gallimard, que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, donc ça va être un petit peu compliqué d'en parler. L'histoire, alors je pense que je vais grosso modo vous relire le début qu'il y a derrière, parce que c'est une histoire tellement complexe que c'est vraiment chaud d'en faire un résumé, mais on y lit 12 jeunes élus issus de peuples anciens, l'humanité tout entière descend de leur lignée, choisie il y a des milliers d'années, ils sont les héritiers de la Terre et pour la sauver, ils doivent se battre, résoudre la grande énigme. Donc je sais pas si tout de suite vous allez vous faire cette réflexion, mais je l'ai eu beaucoup moi. Ça fait penser à Hunger Games en fait, puisqu'on a tous ces jeunes qui, pour sauver plus ou moins le monde, doivent se battre, et c'est un euphémisme encore parce que c'est beaucoup plus violent que Hunger Games en fait. Ce sont des jeunes qui ont été formés tout au long de leur vie pour tuer, qui maîtrisent tous ces trucs là, tout ce qui est espionnage, ils sont très intelligents puisque bah, forcément ils vont devoir décoder certaines choses, enfin ils doivent résoudre une énigme et ça change, je trouve ça un peu moins jeunesse du coup que Hunger Games et beaucoup plus prenant surtout. Après c'est vrai que, et beaucoup en ont fait cette réflexion, je vais la faire également, au tout début on est extrêmement perdu au milieu de tous ces personnages, donc il y en a beaucoup, il y en a 12 plus 1 Christopher, on ne sait pas du tout où donner de la tête et heureusement on nous indique en chaque début de chapitre quels personnages sont présents dans la scène. Après ce que je regrette c'est qu'on nous indique pas de quelle lignée ils sont vraiment. Et en fait on est très vite perdu, donc qui est qui, enfin voilà. Heureusement au bout d'un moment ce sont toujours les mêmes personnages qui reviennent et à partir de là, ouf, on sait ce qui se passe. Mais il y a eu un petit moment au début j'étais genre là, c'est qui celui-là et qu'est-ce qu'il fait déjà? Ah oui c'est vrai. Après, autre chose très très positive, j'ai trouvé excellent cette idée de faire jouer le lecteur aussi, c'est-à-dire qu'au sein du livre il y a une énigme à résoudre aussi pour le lecteur et je trouve ça super cool et il y a de l'argent à gagner. Je ne sais pas si l'énigme a été résolue depuis, si l'argent a été gagné ou pas, mais en tout cas il y avait une certaine somme d'argent à gagner si on réussissait à résoudre l'énigme. Et je trouve que comme ça colle extrêmement bien avec l'histoire du livre, c'était une bonne idée, ça rend le truc un peu plus interactif pour le lecteur et c'est assez sympa. Après je vous avoue que moi j'ai pas du tout tenté de la résoudre, je pense que je suis trop nulle pour ça, mais j'ai trouvé l'idée vraiment chouette. Au niveau action, il se passe toujours quelque chose, on est sans cesse en train de tourner les pages, on a toujours envie d'en savoir plus, mais qu'est-ce qui se passe, mais j'espère qu'il va survivre, mais faudrait pas qu'il meure, enfin vous voyez ce genre de chapitres et puis comme il y a beaucoup de personnages, voilà, on a toujours quelque chose à découvrir. L'intrigue est super bien foutue, ce côté un petit peu mystique de peuples qui sont issus de lignées anciennes et tout. Il y a un petit aspect, ça fait un petit peu penser à la mythologie en fait et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Côté qu'on ne retrouve pas dans Hunger Games et qui je trouve fait là toute la différence entre les deux. Et qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi? Ah j'ai beaucoup aimé, bah justement donc je parlais du côté mythologie qui est très bien foutu parce qu'en fait on a Christopher qui est quelqu'un comme nous on va dire, qui est quelqu'un qui est en dehors de toute cette histoire et on a son point de vue extérieur qui permet justement de rendre plus concret le côté fantastique et de nous y faire croire en fait. Et ça c'était une très bonne idée d'introduire un personnage comme ça qui n'est pas du tout parmi les élus en fait. Que vous l'avez compris, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui m'a tenue en haleine tout le long et que je recommande vivement. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, je vais essayer de le lire assez vite parce que sinon je pense que je vais perdre tout ce que j'ai en tête parce que c'est une histoire quand même très compliquée, beaucoup plus compliquée que ce qu'il n'y semble, mais très prenante du coup. Et voilà, vraiment je recommande, ça n'a rien à voir avec Hunger Games, on y pense nécessairement au début parce que ben, c'est jeunes qui vont se battre entre eux, mais leur but n'est pas de s'entretuer, même s'il doit n'en rester qu'un, leur but c'est de résoudre la grande énigme pour sauver tout le monde. Et on termine ce point lecture avec l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage d'Haruki Murakami, publié chez Belfond. Alors je pense que vous le savez déjà, mais Haruki Murakami, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je suis fan de son univers et de sa plume et ça n'a pas raté, j'ai adoré celui-ci également.
Donc en fait c'est l'histoire de Tsukuru Tazaki, je sais pas si on dit Tazaki ou Tazaki, mais on va dire Tazaki, j'aime bien dire ça comme ça, qui est un jeune homme, je ne sais plus quel âge il a exactement au moment, il a une trentaine ou une quarantaine d'années, je ne sais plus. Mais bref, pendant son adolescence, quand il était au lycée, il avait une bande d'amis, donc ils étaient tout le temps ensemble. Et du jour au lendemain, alors qu'il a entrepris des études supérieures et qu'il a été plus ou moins séparé d'eux, puisque eux ont décidé de rester à la campagne, entre guillemets, tandis que Tsukuru est monté à la capitale, il est monté à Tokyo, et donc du coup il s'est éloigné d'eux, mais il continuait à les voir pendant l'été, etc. Jusqu'au jour où, du jour au lendemain, ils ont plus voulu lui adresser la parole, et Tsukuru a vraiment mal vécu cette séparation, cette trahison presque, il ne l'a pas comprise, il ne savait pas d'où ça venait, pourquoi plus personne ne voulait lui parler. Il a fait une sorte de dépression, il était au bord du gouffre, au bord de la mort. Bref, il a été complètement anéanti. Et il va rencontrer une femme qui va se rendre compte qu'il n'est pas complet et que pour avancer, qu'il a besoin tout simplement de comprendre pourquoi ses amis lui ont tourné le dos et qui va l'inciter à revenir dans le passé et à aller leur demander pourquoi. Alors c'est un roman qui fait très roman initiatique, enfin je pense qu'on peut qualifier ça de roman initiatique ou de roman d'éducation, enfin roman d'éducation pas tellement finalement, mais dans le sens où on a un personnage qui n'est pas complet et qui, pour continuer à aller de l'avant, a besoin d'aller chercher les pièces manquantes du puzzle, et pour ça il va revenir en arrière. C'est super intéressant ce retour en arrière justement pour avancer, pour qu'il puisse avancer, donc il va revenir sur les traces de son passé. Et Tsukuru est un personnage que j'ai trouvé très touchant justement parce qu'il semble très seul, il a été abandonné par ses amis et cette solitude m'a beaucoup touchée, ça m'a fait ça m'a fait de la peine parce que je me suis imaginé comment moi j'aurais vécu ça si mes meilleurs amis m'avaient tourné le dos comme ça. Je pense que c'est vraiment horrible, surtout qu'il n'a pas cherché à savoir pourquoi justement à ce moment-là. Il a préféré accepter plus ou moins, il s'est laissé faire, il a l'air un peu nonchalant comme personnage. Il suit un petit peu le mouvement et du coup il va aller interroger chacun de ses amis pour en savoir plus. Pareil, c'est super bien écrit encore une fois, Haruki Murakami, son univers est extraordinaire, c'est toujours à mi-chemin entre quelque chose de réel et de fantastique, mais on peut jamais qualifier un de ces romans fantastiques, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un roman fantastique, toutes les parts de fantastique se déroulent dans... Ça faisait beaucoup de fois le mot fantastique. Je dis tout le temps ça, vous avez remarqué, quand je remarque que je fais une répétition, je me sens obligée de vous le faire remarquer. Mais donc je disais, tout ce qui est un petit peu fantastique, ça se déroule principalement dans les rêves. Mais c'est ce qui donne tout son charme à l'univers de Haruki Murakami. Moi j'adore justement cette part-là de mystère qui se glisse dans ces histoires et qu'on essaye d'interpréter et qu'on peut interpréter de plein de façons différentes. Ce qui est assez bien aussi, c'est que... comment dire... Et Tsukuru, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on a l'impression qu'il n'arrive pas à rentrer dans les cases de la société. Il nous semble comme étranger, enfin comme s'il était étranger au monde qui l'entourait, et on dirait qu'il n'arrive pas à s'y faire à ce monde, à vraiment se lier aux autres. On dirait que c'est une sorte d'handicapé de la société, j'ai envie de vous dire. Mais c'est très intéressant du coup comme déroulement. Et puis il y a aussi toute cette thématique autour des souvenirs et du drame du temps qui passe. Qui est très courant dans les littératures mais qui est exploité ici, qui est très bien exploité par Haruki Murakami ici. Enfin je pense que vous l'avez compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je pense qu'il ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. La plume d'Haruki Murakami ne plaît pas à tout le monde je pense. Enfin moi j'ai déjà parlé avec des gens qui trouvaient que ça tirait trop souvent en longueur. Moi je n'y ai pas du tout trouvé de longueur, j'ai toujours été très intriguée par ce qu'il écrivait, très attentive. Il a des vraies réflexions sur la jalousie, sur le mal-être, sur les souvenirs, enfin tout ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai été encore une fois bluffée par Haruki Murakami. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a tous les liens en barre d'infos. Je suis très active sur Twitter et sur Instagram, surtout un petit peu moins sur Facebook, mais vous pouvez quand même m'y retrouver. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!